306 milliards de courriels sont échangés chaque jour. 70 millions de publications Instagram sont publiées en 24 heures et 500 millions de tweets sont partagés quotidiennement. On est entouré de tonnes de contenu et le monde de la communication bouge rapidement. Vous écoutez C'est comme ça, un balado en toute simplicité, propulsé par l'équipe de Capital Images, qui se veut une incursion dans l'univers de la communication, du marketing et des agences. Bienvenue à notre 8e épisode du balado C'est comme ça. Je suis en compagnie de mes collègues Audrey et Daphné. Bonjour, mesdames. Hello! Aujourd'hui, on aborde un sujet qui fait l'actualité depuis plusieurs mois, qui a aussi un immense impact sur le milieu des communications, la loi sur les nouvelles en ligne. Mais d'abord, j'aurais aimé ça peut-être, Daphné, de ton côté, si tu pouvais peut-être nous faire une mise à jour de la loi en tant que telle. On sait que c'est une loi qui régit, entre autres, la façon dont les médias sont rémunérés par les plateformes qui utilisent les liens vers ces médias-là pour, dans le fond, faire de l'argent. Donc, on sait que Meta s'est retiré rapidement du processus de négociation parce que la loi, selon eux, était trop difficile à gérer. Donc, c'était un peu compliqué à gérer. Puis, quand on lit la loi, on peut comprendre un peu parce qu'il faut qu'ils fassent des ententes avec beaucoup de médias à la fois pour que ça soit valide. Donc, il faut qu'ils prennent des ententes avec différents médias dans différents secteurs qui ont différentes audiences, puis doivent prévoir des rémunérations pour l'utilisation de ces liens-là. Donc, il y a beaucoup d'ententes à faire de la part des grandes plateformes comme Facebook, comme Google. Puis, Meta a décidé simplement de ne pas négocier. Ils ont décidé simplement d'arrêter d'utiliser ces liens-là plutôt que de payer pour ces liens-là. C'est quoi leur prise de position à Meta face à cette situation-là? Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'ils ont pris la décision de ne juste pas négocier à cause de la complexité de la chose? Ou? C'est leur position. C'est trop compliqué pour eux. Ils se sont retirés. Google est resté à la table des négociations. Donc, ils ont continué de discuter avec le gouvernement canadien en essayant de trouver des compromis, des façons de faire que ça soit plus fonctionnel. Mais tout récemment, ils ont annoncé que c'était plus possible pour eux de continuer à avancer dans ce dossier-là. Puis, ils ont annoncé qu'ils, très probablement, dès décembre, on n'aura plus accès non plus sur Google aux liens vers les sites de nouvelles en ligne. C'est quoi la position du gouvernement quand il remarque en fait qu'un Meta, un Google de ce monde prend ce type de décision-là? La position du gouvernement en ce moment est vraiment de dire que les Facebook, Google de ce monde devraient négocier, devraient respecter cette loi-là. Donc, on est un peu dans la ligne dure du côté du gouvernement canadien en disant, voici la loi, il faut la suivre. Il n'y a pas eu vraiment d'ouverture à la modifier, du moins de façon publique. Peut-être ça s'est fait derrière les portes fermées, mais dans le public, ça a été vraiment, on veut rémunérer les médias canadiens pour l'utilisation de leur contenu, ce qui est tout à fait raisonnable comme façon de penser, mais la façon de faire est ce qui est contesté par les Google, les Facebook de ce monde. Daphné, selon toi, là, à l'ère où on est rendu en ce moment, puis avec ce qu'on voit avec Meta, puis peut-être même Google bientôt, comment les gens, puis les gens qui nous écoutent, quelles actions ils peuvent poser faciles, concrètement, pour pouvoir être informés? Mais c'est sûr que il va y avoir un changement de comportement dans la consommation de nouvelles. Le besoin de s'informer ne va pas mourir demain. On a besoin de savoir ce qui se passe dans la société, mais c'est sûr que peut-être l'éducation citoyenne va prendre une autre tournure. On sait que les habitudes de consommation d'informations sur les médias sociaux, c'est pas apparu du jour au lendemain. Ça fait longtemps, dans le fond, que les médias sont sur Internet, mais c'est pas du jour au lendemain qu'on s'est rendu à passer d'ouvrir la presse, le Journal de Montréal, etc., le samedi matin, à lire ça sur Facebook. Donc, on sait que dans les années 2000, il y a eu une grosse expansion du web et des médias sociaux.
Mais les nouvelles se consommaient quand même de façon traditionnelle à ce moment-là. Donc, oui, Internet faisait partie de nos vies, mais les gens continuaient d'écouter la télé, le téléjournal pour s'informer, d'écouter la radio ou de lire le journal. Mais avec l'apparition des médias sociaux, Facebook, entre autres, qui a fait une révolution, c'est sûr que ça s'est transporté lentement sur le web. Lentement, on a appris à utiliser cette plateforme-là pour s'informer. Jusqu'en 2007, c'était juste du texte, Facebook. Mais à partir de ça, à partir de 2010, après, il y a eu le protocole Open Graph, ce qui nous a permis, entre autres, de partager des liens avec des images, avec des titres. Tu as tellement raison, Daphné, puis tu me dis ça, puis j'ai encore des souvenirs qui me sont partagés sur mon Facebook, mon fil d'actualité, de publications que j'ai fait en 2007, en congé de maternité, puis on partageait juste du texte, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'image. Puis je lis ça aujourd'hui, je me dis, mais mon Dieu, c'était bien plate ce qu'on disait, puis aujourd'hui, on est tellement ailleurs. C'était c'était I am doing, puis là, il fallait que tu répondes à la question. Là, je me rappelle plus exactement. Audrey est partie magasiner avec... Exact. On parlait de nous à la troisième personne. Donc, du jour au lendemain, on s'est pas mis à partager ça sur les médias sociaux, puis on a comme fermé notre journal, puis on y a pu toucher. Donc, on l'a appris lentement. Ça a été un apprentissage de peut-être 5 à 10 ans là, pour que ça soit commun. Puis là, du jour au lendemain, on nous dit, non, c'est comme si plus rien n'existait parce que Facebook ne nous permet plus de les voir, ces nouvelles-là, alors qu'on a toujours eu accès à ces plateformes-là. Exact. Donc, mais l'apprentissage s'est fait sur 10 ans. Puis là, on nous demande d'apprendre en 2 semaines, en gros, à ne plus les utiliser. C'est sûr que c'est difficile comme changement en ce moment. C'est sûr que les jeunes qui n'ont pas connu ça... Les jeunes qui ne sont pas habitués à aller vers l'information et qui la font pousser sur Instagram, Snapchat, YouTube, pour ne pas nommer, c'est plus là le danger, je pense. C'est cette génération-là qui n'est pas habituée d'aller chercher l'information. Exact, mais c'est pas... À ce moment-là, il va falloir avoir une éducation qui va devoir se faire, que ce soit à l'école ou à la maison, sur la façon de s'informer, parce que... puis de lesquelles sources sont réputées, sont réputables. Donc, je crois que c'est juste un changement choc auquel on fait face, mais je pense pas que c'est nécessairement la fin de l'information au Canada. Ça serait vraiment triste que Meta et Google aient le monopole de l'information au Canada. Donc, je veux voir ça en rose en me disant que ce sera pas la fin, mais c'est sûr que c'est une adaptation qui est peut-être un peu brusque à faire en ce moment. Puis, je veux dire, c'est pas tout le monde non plus qui s'informe que via les médias sociaux. Là, je pense que ça, c'est un point qu'on ne doit pas oublier. Il y a un quart de la population québécoise, sauf erreur de ma part, qui s'informe via les médias sociaux, notamment. Mais outre ça, il y a encore des gens qui vont consommer les nouvelles en allant sur des plateformes telles que la Presse Plus ou les applications mobiles, ou même, il y a encore des gens qui reçoivent le journal papier à la maison. Donc, oui, ça a un impact, on ne va pas se le cacher. On était rendus habitués de voir les nouvelles directement sur notre fil d'actualité Facebook et compagnie, mais quand même, il y a d'autres alternatives qui existent encore et qui sont encore utilisées par la population, là. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, il va falloir que je me fasse l'avocate du diable à ce point-ci. C'est pas juste du mauvais de ne pas être bombardé 24 heures sur 24 par des nouvelles. Il y a plusieurs études qui sont sorties dans les dernières années. C'est quelque chose qui a été étudié depuis près d'une décennie, qui disent que le cycle de nouvelles de 24 heures a vraiment des effets néfastes sur la santé mentale des gens, puis qui augmente beaucoup l'anxiété de façon générale. Donc, le fait d'être informé, entre guillemets, c'est comme un problème à un certain point. J'ai récemment parlé avec une psychologue, justement, de ce sujet-là pour comprendre un peu l'impact d'un fil de nouvelles continu auprès de la population. Elle m'expliquait que, tu sais, maintenant, on a les notifications pop-up de toutes les plateformes, toutes les applications. On a l'information en continu. Bref, tout ça chamboule puis a un impact majeur sur notre bien-être puis notre santé mentale qu'on oublie souvent. Avant, les gens ouvraient le journal le matin,
fermaient le journal, vaquaient à leurs occupations, revenaient à la maison, OK, téléjournal, puis le lendemain, ça recommençait. Là, c'est en continu, puis souvent, c'est beaucoup pour monsieur, madame, tout le monde. Oui, puis on sait que les nouvelles négatives, qui sont parfois présentées de façon un petit peu clickbait, disons, vont générer plus d'engagement. On est plus porté à réagir de façon émotive face à une nouvelle négative qu'une nouvelle positive. Donc, en générant plus d'engagement sur les réseaux sociaux, ça leur offre plus de visibilité. Donc, ça fait qu'en général, on a beaucoup plus de chances d'avoir du contenu négatif dans nos réseaux sociaux que du contenu positif. C'est un danger des réseaux sociaux au même titre que, disons, les problèmes d'estime de soi, etc. Donc, est-ce que ce côté-là va peut-être apporter un aspect positif parce que les gens vont vouloir peut-être plus s'informer sur les sujets qui leur tiennent réellement à cœur, puis se tenir informés sur ces sujets-là, au lieu de juste recevoir ce qui génère de l'engagement, qui est peut-être parfois un petit peu négatif. La question se pose, en effet, Daphné, mais là, on parle de Meta en particulier, plus médias sociaux, mais si Google emboîte le pas, puis que là, les liens ne sont plus accessibles si on fait la recherche, c'est pas là que ça devient un peu critique puis problématique? Oui, exactement. Donc, Google devient... et selon moi, là, on est vraiment dans l'opinion, là, mais selon moi, Google est plus problématique que Meta ou les autres plateformes qui sont vraiment des plateformes de réseaux sociaux. Parce que si je veux rechercher justement un sujet qui m'intéresse, disons en ce moment, on parle beaucoup du conflit israélo-palestinien. Si je veux m'informer sur le sujet, où est-ce que je vais aller? C'est sur Google. C'est la plateforme de recherche, mais si on prend Bing, si on prend peu importe laquelle, si je suis pas capable de chercher l'information, là, ça devient difficile. Puis c'est des situations où je peux pas juste me baser sur du contenu plus encyclopédique. Il faut que ça soit du contenu à jour. Ça doit être du contenu nouvelle. Donc, si je suis pas capable de m'informer de cette façon-là, oui, il y a des façons. Je peux toujours me rendre directement sur le site de mon média préféré puis d'aller chercher de l'information là. Mais à ce moment-là, je suis un peu restreinte dans mes options. Oui. Puis t'as pas la diversité aussi que proposent différents médias. C'est pas tous les médias qui vont traiter la nouvelle de la même manière, pas du tout. Exactement. Puis c'est cette variété-là qui m'inquiète un petit peu au niveau de Google en particulier. Il va y avoir aussi une rupture générationnelle. On a parlé tantôt, il y a des gens qui n'ont jamais vécu les nouvelles sans Facebook, sans les réseaux sociaux, sans Google. Donc, on pense à la génération Z. Eux, ils n'ont probablement même pas vu leurs parents ouvrir un journal. Donc, ça ne fait pas partie de leur routine. C'est pas un apprentissage de passage à l'âge adulte que peut-être les gens de notre génération ont eu. Moi, personnellement, je me rappelle, mon père, c'était la presse. C'était les cahiers le week-end, là, qui avait 18 cahiers, puis c'était répandu dans le salon ou sur la table de cuisine. Puis, je voyais quelque chose qui m'intéressait. Peut-être j'allais voler un cahier, m'informer un petit peu plus. Puis là, évidemment, je me tenais au courant, mais il y a probablement plein de gens dans la génération Z puis la génération Alpha qui les suit qui n'ont jamais vu leurs parents faire ça. Qui ont jamais... Maintenant, il y a plein de gens qui n'ont même plus le câble. Ils n'ont même plus la télé, un service de télé à la maison. Donc, c'est des plateformes de diffusion en continu, le streaming. Donc, il y a cette éducation-là qu'il va falloir réapprendre à ces générations-là qui, les gens qui sont en âge d'être parents, bien, ça devient comme une responsabilité d'éducation auprès des enfants, puis probablement, éventuellement, le secteur scolaire qui va devoir faire suite aussi à ce niveau-là pour ce qui est de l'éducation citoyenne, parce que il faut aller rejoindre cette génération-là qui ont tendance peut-être pas à s'informer de la même façon que nous, mais tu sais, il y a des façons aussi. Il y a d'autres façons aussi que les médias peuvent utiliser pour aller rejoindre ces gens-là. Si on pense à TikTok, qui est une plateforme qui est très, très appréciée de la génération Z et de la génération Alpha aussi. Donc, c'est une plateforme qui se navigue super bien, que le contenu se digère très rapidement. Puis, il y a des médias qui sont capables de tirer leur épingle du jeu en présentant des sujets très, très, très complexes de façon simplifiée dans des formats de vidéos courts comme TikTok.
Puis je pense entre autres au Washington Post, qui est un de mes comptes préférés de médias sur TikTok, qui vont être capables de s'adresser à une audience qui est plus milléniale ou la génération Z en présentant du contenu super divertissant, avec du sarcasme, de l'ironie, mais qui va parler de sujets très, très, très sérieux et pertinents. Au Québec, on a des médias qui ont emboîté le pas depuis l'avènement du projet de loi, l'adoption de la loi, en fait, qui ont pris des décisions puis ils ont développé des manières de faire justement pour partager l'information sur les médias sociaux, sur les méthodes de ce monde et Google, malgré le contexte actuel. Est-ce qu'il y a des exemples? Bon, Daphné, tu as parlé du Washington Post, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples qui vous viennent en tête de médias ou de journalistes qui trouvent un moyen d'informer la population sur ces plateformes-là malgré le blocage? Bien, il y en a qui sont capables de contourner, je pense, là, ce blocage-là. Puis c'est pas nécessairement une politique que le média a développée. Mais je sais, entre autres, la presse, François Cardinal a fait un édito là-dessus sur la politique en tant que telle, comment la presse se positionne avec cette loi-là. Mais si on parle de journalistes comme tel, moi, j'en ai vu sur mon fil d'actualité, pour ne pas le nommer, Gaud Dumas, que je suis. Rapidement, lui, il a toujours partagé ses chroniques sur Facebook, puis il y a beaucoup d'engouement, ses abonnés le suivent pour ses chroniques. Ben oui, il y a même maintenant une infolettre pour lui. Oui, en effet. Mais bon, l'infolettre, c'est un super bon moyen de contourner ça, justement. Mais oui, on l'a vu rapidement qu'il a été dans les premiers à mettre son article sur Twitter et il mettait le lien de Twitter dans les commentaires. Donc oui, il y en a plusieurs qui l'ont fait, mais plus encore, je pense qu'il y a beaucoup de médias qui se sont posé la question, est-ce qu'on se dote d'une politique maintenant interne sur qu'est-ce qu'on fait avec ça au niveau... Bon, oui, ils ont été bloqués, mais ils font de l'amplification de ces contenus-là pour leurs clients. Est-ce qu'ils continuent à le faire? Donc, il y a eu plusieurs questions qui se sont posées au niveau éthique et je sais pour l'avoir lu que la presse a été dans les premiers, en tout cas au Québec, là, à le faire. Oui, Julie, c'est vraiment de bons exemples. Puis quand il y a le temps de penser à un autre média qui tire son épingle du jeu, bien, le premier qui me vient en tête, c'est Urbania. Donc, depuis maintenant 20 ans, Urbania se donne pour mission de rendre l'ordinaire extraordinaire. Ce qui était auparavant un média imprimé, donc un bon vieux magazine papier, est aujourd'hui devenu une entreprise, un média à part entière qui, de différentes façons, vient rejoindre des audiences bien ciblées et qui, on ne va pas se le cacher, tire exceptionnellement bien son épingle du jeu. En deuxième segment, aujourd'hui, on reçoit nul autre que le cofondateur et président d'Urbania, Philippe Lamarre. Pendant qu'on pensait au 8e épisode du balado, on s'est demandé quels médias arrivaient à bien se distinguer dans le contexte actuel où les médias sont en transformation en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'univers médiatique, aussi avec la nouvelle loi sur les nouvelles en ligne. Puis on essaie de penser à quels médias se distinguent depuis longtemps. Et il y en avait plusieurs qui nous venaient en tête, dont la presse en particulier, mais aussi un avec qui on collabore depuis quelques années, Urbania. Donc, Philippe Lamarre, président et cofondateur d'Urbania, merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, merci de votre invitation, ça fait plaisir. On a l'impression qu'Urbania est toujours un pas en avant. Comment vous avez su vous adapter en amont de tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité au niveau médiatique puis dans la transformation technologique qu'on vit en ce moment? Bien, aujourd'hui, je ne pourrais pas dire que c'est une chose en particulier. On a toujours, je pense, depuis qu'on est né, on a essayé de faire les choses différemment. Quand on était justement une gang de petits gars sur le boulevard Saint-Laurent puis qu'on a lancé un magazine, on s'est dit on va faire un magazine comme il n'y en a pas un autre, en tout cas, pas un autre à Montréal, à tout le moins au Québec. Puis après ça, on faisait la même chose sur le web. À chaque fois, au début, on était un trimestriel, puis à chaque édition du magazine, on faisait un site web qui accompagnait la lancée du magazine. Puis on faisait vraiment des expériences interactives. On traitait Urbania comme un laboratoire d'expérimentation. Puis je pense que cet esprit-là a perduré au fil du temps. Puis là, je dirais que ça a toujours été un espèce de moteur de tout le temps essayer d'imaginer qu'est-ce que ça va devenir les médias dans les prochaines années. Moi, c'est ce qui me passionne dans la vie. Là. Je lis à peu près tout ce qui se fait, toutes les réflexions sur les médias, tous les gens qui en parlent. Ben, moi, je me tiens au courant de ça. J'essaie de voir qu'est-ce qui, justement, où ça s'en va, tout ça. Puis c'est vraiment, on est vraiment une industrie en transformation, là, comme l'a vécu la musique
il y a 20 ans, puis on est en plein cœur de l'œil de la tornade en ce moment. Puis c'est sûr que tu as évoqué la loi sur les nouvelles en ligne, puis ça, c'est juste comme... Il y a déjà une tornade, puis en plus, il y a quelqu'un qui vient nous faire un petit vent de face en plus d'une tornade. Fait que c'est sûr que, disons, que ça rend notre tâche plus compliquée. Mais je te dirais que je voudrais prétendre que j'ai une vision puis que je vois tout ce qui va arriver. Puis non, c'est le désir de tout le temps repousser nos limites puis de se réinventer qui a fait en sorte qu'effectivement, je pense qu'on a tout le temps un petit 2 pas en avant sur les autres. Puis comment Urbania se démarque continuellement? Comment vous arrivez toujours à avoir des nouvelles idées, à vous distinguer? Bien, je pense qu'il faut créer un espèce de climat dans l'entreprise, une culture où on encourage les gens à essayer des choses. Ça, je pense que c'est sûr qu'en vieillissant, bien, une entreprise, c'est comme les humains, en vieillissant, bien, on prend moins de risques, on est plus confortable, puis on est bien dans notre petit confort matériel. Bien, le but, c'est de s'entourer de gens qui nous bottent le derrière, qui ne prennent pas nos paroles comme des ordres, mais qui nous remettent en question nous-mêmes comme humains, mais aussi comme qui ne prennent pas pour acquis que voici comment ça se fait un média en ligne, voici comment ça se fait une émission de télé, voici comment ça se fait un podcast. On est tout le temps en train d'essayer de faire les choses à notre façon, d'avoir une signature, de se démarquer. Fait que ça, je te dirais que c'est le côté culturel autour de l'entreprise. Mais après ça, il faut aussi essayer de voir un peu les tendances de fond parce qu'on est au quotidien, quand on travaille, bien, on a la tête dans le guidon. Puis on a tout le temps, on réagit à ce qui vient à nous. T'sais, on essaie de sortir des situations de façon immédiate. Puis le rôle, en tout cas, moi, je vois mon rôle comme président d'entreprise. Moi, il faut que je regarde à l'horizon, puis je regarde dans 2-3 ans où on va être, puis que j'essaie de faire en sorte que, oui, j'ai des enjeux au quotidien comme tout le monde, mais je essaie de me dire où j'ai envie, moi, personnellement, et où je veux que l'entreprise soit dans 2-3 ans, puis faire en sorte de tasser tout ce qui est dans le chemin pour que ça arrive. Puis des fois, c'est de la technologie, des fois, c'est du contenu, des fois, c'est des grandes idées, des fois, c'est des rêves comme d'aller en France. Peu importe le chemin qu'on veut emprunter, ben moi, ma job, c'est un petit peu de décider quel chemin on va emprunter, puis après ça, faire en sorte que je le déblaye, le chemin. Là. Puis, fait que j'ai à la fois le côté rêve de tout ça, mais j'ai aussi le côté un peu sale, qu'après ça, c'est moi qu'il faut qu'il aille prendre ma machette, puis c'est moi qu'il faut qu'il aille dans le jungle, couper les branches qui sont dans le chemin. Fait que, voilà, j'ai résumé un peu mon rôle de façon imagée, mais c'est quand même ça ma job. Fait que c'est pour ça que je pense qu'on a cette attitude-là. Moi, c'est ma job de donner un peu l'impulsion à tout ça. Puis après ça, j'ai une équipe incroyable derrière moi qui sont des gens de talent, intelligents, puis qui ont envie, qui partagent la même passion que moi pour faire les choses différemment, puis laisser un impact, puis laisser une trace dans la société dans laquelle on s'inscrit. Il y a eu vraiment une tangente vers le contenu de marque que vous avez pris avec Urbania. Là. Pourquoi avoir pris le virage du développement de contenu de marque à proprement parler? Bien, quand on a lancé le magazine au départ, chaque édition du magazine était thématique. Puis comme on était une gang de fanfarons qui faisait un magazine de passion avec... On prenait les profits de nos projets commerciaux puis on les dépensait de faire un magazine. Bien, nous autres, on s'est dit que la pub, en fait, où ça payait l'imprimeur. C'est un petit peu comme ça que je le rationalisais. Mais on s'est dit, mais c'est plate de mettre des pages de pub. Ben oui, quand un Bell venait nous acheter une page de pub, on était bien content de mettre la pub de Bell telle quelle. Mais les annonceurs là, qui nous donnaient 1000$ par pub, c'était du mécénat déguisé. Mais on s'est dit, on va leur faire des pubs, dans le fond, qui s'inscrivent dans la thématique du magazine. Puis on s'amusait. Puis les pubs devenaient un peu du contenu. T'sais, les pubs s'inscrivaient dans la thématique. Les pubs, c'était pas de l'interruption, c'était comme ça faisait partie de l'expérience. Puis moi, je viens un petit peu de cette école-là où je me dis, un annonceur, tant qu'à mettre de l'argent, quelque chose pour faire parler de toi, mets de l'argent pour faire quelque chose d'intéressant qui est un bénéfice, au bénéfice du lecteur, du spectateur, de l'auditeur, peu importe. Moi, je pense que c'est comme ça que tu t'achètes un capital de sympathie auprès d'une audience ou d'un public. Offre-lui quelque chose de bénéfique. Fais pas juste arrêter. Puis l'image que j'ai, c'est souvent comme dans un party, là. Tu es dans un party, puis il y a quelqu'un qui arrive à côté de toi, puis qui te donne une carte d'affaires. « Salut, je suis Jean, je suis comptable, on offre des services. » Ça, c'est de l'interruption, c'est du parasitage. J'ai du fun, puis d'un coup, quelqu'un m'arrête pour essayer de me vendre une bébelle. Puis il n'y a personne qui aime ça dans la vie. Puis moi, je trouve que la publicité, c'est un petit peu la même chose. C'est vraiment une façon un peu gossante, à part si vraiment ta pub est divertissante, drôle ou quelque chose. Mais sinon, le 90% des pubs sont poches, plates, désagréables à entendre, puis on s'en passerait. Puis quand on peut les skipper dans un podcast, on les skip. Quand on peut les skipper sur YouTube, ça nous fait plaisir de skipper la publicité. Un bon contenu, il t'accroche instantanément, puis là, tu gagnes le cœur de la personne de façon spontanée et innée. Et c'est ça le contenu de marque pour moi. C'est au lieu d'interrompre le party puis vendre ta salade, c'est que tu fais partie du party, tu payes une tournée de shooter aux gens qui sont là, tu mets une bonne toune, tu fais venir un bon DJ, tu participes à faire le bien puis à envoyer des bonnes ondes aux gens autour de toi. Et ça, je pense que à court terme, tu as l'impression que ça a moins d'impact parce que tu n'es pas en train d'arrêter quelqu'un puis rentrer ton message publicitaire dans la gorge de force. Mais à long terme, je pense que ça a un impact plus positif. Puis je pense que pour une marque, ben c'est ça, c'est qu'à long terme, le bénéfice est beaucoup plus grand. Au lieu de gosser le monde, ben tes aides, puis tu leur fais passer un bon moment.
Ça, je pense que c'est les gens qui ont le sens du marketing comprennent ça. 100%. Puis tu l'as dit, justement, vous voulez toujours offrir aux annonceurs quelque chose de différent sans pour autant laisser l'ADN d'Urbania de côté. Est-ce que, tu le dis toi-même, en fait, Urbania peut faire peur à certains annonceurs. Comment est-ce que vous allez défendre ce point-là? Bien, c'est l'audience. En fait, c'est les gens qui s'adressent parce que c'est sûr que oui, puis on a fait, quand on a lancé le magazine, à la rigueur, on s'en foutait, là. On voulait juste marquer le coup, on voulait se démarquer, on voulait frapper fort. On n'était pas en mode, genre, on fait un magazine pour plaire à des annonceurs. Mais sans s'en rendre compte, on a cultivé une audience en faisant ça. On est allé chercher des gens qui étaient plus jeunes, plus edgy, qui étaient vraiment des gens urbains qui avaient envie d'un produit médiatique différent. Fait que ça a été notre première audience. C'est à ces gens-là qu'on s'est adressé, même sans s'en rendre compte au début. Puis cette audience-là, on a continué à la cultiver quand on est allé sur le web. Justement, on était déjà sur le web au début du magazine, mais quand on a lancé un portail au début de 2009-2010, justement, il y a eu l'avènement des réseaux sociaux. Notre audience s'est décuplée rapidement grâce à Facebook, entre autres. Mais là, c'est sûr que soudainement, on s'est retrouvé avec une belle audience de jeunes entre 25 et 35 ans qu'on avait bâti un petit peu par de la main gauche en faisant le magazine, mais qu'on a poursuivi. Après ça, ça a juste augmenté. Et puis, à un moment donné, il y a le mot « millennial » qui est venu dans la bouche de tous les gens de marketing qui étaient comme « Comment on parle à cette cible-là? » Et là, tous les médias traditionnels, dont la moyenne d'âge oscille entre 45 et 65 ans, se sont dit, on les a pas, ces gens-là, puis ils ne viennent pas chez nous. Mais nous autres, on est comme, nous, on leur parle de façon organique depuis des années. Donc, on a un ton, une façon de s'adresser à eux dans lequel ils se reconnaissent. Les gens qui travaillent chez Urbania, il y a beaucoup de jeunes entre 22 et on va dire 40 ans, là, pour être généreux, mais on a des gens qui sont dans cette cible-là, donc qui parlent à des gens qui leur ressemblent, qui savent s'y adresser. Donc, c'est vraiment l'audience qui dicte ça. Mais après ça, que la marque Urbania a un ton puis un esprit, je pense que c'est un petit peu la même. C'est la même chose que toutes les marques qui parlent aux jeunes ont cette audace-là aussi. Donc, il faut que tu embarques comme annonceur si tu veux parler à cette cible-là, mais tu veux le faire de façon polie, léchée et lisse, ça ne fonctionnera pas. Les gens leur bullshit detector va être à on tout le long, puis ils vont s'apercevoir que c'est une marque qui essaie de parler à des jeunes. Il n'y a rien de pire qu'un adulte qui essaie de parler cool. fait que c'est ça qu'on fait. Nous, c'est pas qu'on essaie de parler cool, c'est qu'on est vraiment, notre équipe, elle incarne la cible. Fait que je pense que c'est ça. Après ça, si l'annonceur est trop frileux, après ça, je peux rien y faire. Mais les gens, encore une fois, les gens de marketing avec une sensibilité, puis je dirais que c'est beaucoup les gens qui ont grandi à l'ère des médias sociaux qui comprennent que maintenant, les gens, tu ne peux pas leur rentrer un contenu dans la bouche. C'est eux, il faut qu'eux aient envie de consommer le contenu. Donc, tu n'as pas le choix de lâcher prise sur cet aspect-là. Il faut que tu fasses confiance aux gens qui savent faire puis qui savent faire ce contenu-là de la bonne façon, avec le bon ton, puis la bonne façon d'élaborer le message. Cela dit, tout ça peut être fait avec des objectifs marketing rationnels et structurés, mais après ça, comment tu le mets en forme, puis comment tu le fais, puis comment tu le propages, ça, tu n'as pas le choix de le faire de façon organique. Tu ne peux pas juste acheter une pub le jeudi soir à 9h15 dans une émission qui tire 1 million. Ce n'est pas la seule méthode pour rejoindre une cible. Non, définitivement. Puis je pense que vous le faites bien aussi. Là, vous avez développé récemment un nouveau sous-média qui est comme Mollo. Justement pour aller... C'est un média, c'est pas un sous-média. C'est un sous-média. Non, mais nous, dans le langage médiatique, on appelle ça une verticale. C'est pour nous, c'est vraiment... Verticale, voilà. C'est ça. Urbania est plus généraliste, puis je te dirais que du Mollo, effectivement, c'est une verticale qui s'adresse aux jeunes parents. Et est-ce que c'est parce que vous avez remarqué que votre audience avait ce besoin-là d'avoir ce type de contenu-là? Si vous pouvez peut-être parler un peu de Mollo, justement. Là. Mollo, c'est une idée, justement, qui est venue de l'équipe, en fait, de gens au sein de l'équipe. Puis c'est une préoccupation que des gens qui ont entre 25 et 35 ans ont, chose que j'ai vécue quand j'ai eu 30 ans. Avoir un enfant, qu'est-ce que ça change dans ta vie, toutes les décisions que tu as à prendre, comment... Puis il y a eu des médias qui ont été faits dans ce sens-là, que ce soit des médias, des individus qui ont lancé des trucs où justement, puis ça a été beaucoup genre des mères à bout, puis des gens qui sont plus capables, puis qui sont découragés, puis qui parlent juste de boire leur petit verre de vin le soir, ou d'autres qui sont gnangnants, puis qui te disent que, mon Dieu, que genre voici c'est quoi être une mère parfaite, puis ce que tu dois faire, tout ça. Puis on dit, c'est qu'on se reconnaît ni un ni l'autre. On est tous des gens qui font de leur mieux. On fait tout notre possible pour justement rejoindre les deux bouts puis avoir des enfants sains d'esprit. Mais il n'y a personne de parfait dans la vie. Fait qu'on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas un média justement qui a cette attitude-là, qui parle de la maternité ou de la paternité dans des termes simples, puis avec juste comme un gros bon sens, puis se moquer de nos travers, parce que oui, quand on devient parent, on devient gnangnan, on montre nos photos à tout le monde, puis on pense que notre enfant, c'est le plus beau au monde. C'est normal, là, je suis passé par là, puis après ça, quand je vois les autres vivre ça, je me moque d'eux, mais c'est de bonne guerre. Mais c'est un petit peu ça l'esprit derrière Mollo, c'est un esprit de côté bon enfant.
Mais c'est toujours la même chose, on part toujours de la cible. Tu sais, c'est notre cœur de cible, c'est les 25-35 ans. Donc, c'est le moment dans la vie où tu as toutes des grandes décisions. Tu as souvent ton premier emploi, ta première voiture, ta première maison, ton premier condo. Tu as plein de nouvelles décisions dans ta vie. Fait que c'est sûr que pour des annonceurs, c'est une période assez prisée dans le cycle d'un individu qu'on veut convaincre de soit changer un comportement ou de le renforcer. Fait que... donc, quand on développe une verticale comme ça, c'est vraiment... il y a un objectif marketing, oui, d'avoir des annonceurs parce que ça prend des revenus quand on a un média, mais d'avoir aussi une audience. Donc, il faut rejoindre les deux, il faut connecter les deux ensemble. Puis rejoindre l'audience, nous, on le sentait juste en voyant. Justement, quand je ramène ça à l'équipe, là, on a des gens qui sont dans cette tranche d'âge-là, qui vivent ça. Donc, c'était tout indiqué que ça allait être quelque chose qui allait fonctionner. Définitivement, c'est une verticale qui s'inscrit parfaitement dans Urbania. Là. Ça, il n'y a pas de doute. Ouais. Puis on le voit dans les chiffres, on le voit que ça pogne. Fait que, oui. Ça pogne, on aime ça. Vous avez des bons collaborateurs aussi là, sur ce projet-là. C'est pas mal la base. Oui. Non, mais dans le sens, quand tu fais un média, c'est le talent que tu vois soit à l'écran ou ceux qui fabriquent le contenu, c'est ça qui fait. C'est comme un chef cuisinier dans une cuisine de restaurant. Tu as pas mal plus de chances que ton restaurant soit plein si tu es un bon chef. Sinon, il y a des entreprises, comme je voyais dans l'exemple du livre, je me souviens plus de l'association, mais c'est avec Livia Martin. Oui, pour l'ordre des psychologues. Oui, c'est ça. Vous avez bâti quand même un contenu super intéressant. Est-ce que c'est l'origine, d'ailleurs, du contenu entre moi et Non, moi? en fait, entre moi et moi, c'est un format qu'on a développé dans l'esprit justement d'avoir des formats vidéo qui pouvaient à la fois fonctionner du côté éditorial comme du côté commercial. Parce que c'est ça, je dis, parce que parfois, on fait des campagnes sur mesure pour des clients parce que justement, ils ont un besoin spécifique puis on n'a pas un format qui répond à ça. Mais on essaie vraiment de développer des formats, justement. Puis c'est tout le temps un petit peu, mon analogie tantôt du party revient. Tu sais, quand on a une série de contenus intéressants qui fonctionnent bien, mais pourquoi après ça, on ne l'offrirait pas à des marques de le faire de façon sponsorisée? Ce qui est beaucoup plus... Nos équipes sont rodées, on connaît les recettes, on sait que ça fonctionne. Mais ça fonctionne autant du côté édito, mais après ça, on peut intégrer des marques de façon organique là-dedans. Donc, au lieu que les marques soient comme des espèces d'affaires qui débarquent de nulle part, bien, elles s'intègrent dans notre ligne éditoriale. Puis effectivement, le témoignage d'Olivia Martin, honnêtement, puis c'est souvent une question qu'on se pose quand on fait du contenu de marque. C'est si on enlevait le logo de l'annonceur. Ça serait-tu encore pertinent? Bien, c'est ça. Est-ce qu'on le publierait quand même? Puis c'est vraiment important pour nous de se dire oui, parce que c'est le vrai bénéfice qu'on apporte à notre audience, il est là. Fait que si on l'a juste fait pour l'argent, bien, honnêtement, puis je dirais pas que 100% des fois ça a été comme ça, mais c'est vraiment la question qu'on se pose, qui est un peu notre étoile polaire. C'est comme ça qu'on juge si on a bien fait notre travail ou pas. Puis même pour un annonceur, je pense de se dire que j'ai créé de la culture au lieu de juste créer du contenu commercial. Bien, je trouve qu'il y a un bénéfice à long terme. Comme tu sais, on parle beaucoup de responsabilité sociale des entreprises, le RSE. Mais ça, je trouve que ça s'inscrit. Donc, l'argent que tu dépenses en contenu et en marketing, il y a une vraie valeur. Puis souvent, ce contenu-là appartient au client après. Donc, il peut le réutiliser aussi sur ses plateformes, sur son site web, en partie. On offre des licences, en fait. C'est ça. Oui. Nous, on garde les droits parce que c'est du contenu. On juge que c'est du contenu éditorial sur lequel on fait une association de marque. C'est comme ça qu'on structure l'entente. Sinon, au niveau de la loi sur les nouvelles en ligne, on le sait que ça vous impacte également avec les plateformes Meta. Comment vous continuez justement à pousser votre contenu à vos audiences? Bien, je vais peut-être juste résumer c'est quoi la loi C-18 parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas c'est quoi. Fait que la loi C-18, c'est une loi qui a été élaborée depuis quelques années, là, que c'est Pablo Rodriguez, quand il était ministre du Patrimoine, qui a réussi à la faire passer. Elle est basée sur un projet de loi en Australie qui a été fait, qui n'a jamais été passé en Australie, mais il y a une menace de projet de loi où le gouvernement australien a exigé des grandes plateformes, donc Meta et Google, de partager, en tout cas de faire un espèce de partage de revenus publicitaires avec les médias pour aider à structurer, à avoir un écosystème sain. Et puis ce qui s'est passé en Australie, c'est que la loi n'a jamais été mise en place et que, en fait, les plateformes et les grands médias, donc essentiellement détenus par Rupert Murdoch, parce qu'en Australie, c'est vraiment Rupert Murdoch qui fait la loi dans le monde des médias, ont réussi à avoir une entente, donc une entente de cadre, justement, pour un partage de revenus. Et puis, donc, la loi n'a jamais été mise en place en Australie. La menace a été comme, je pense, 3 jours, 2, 3... Ça a duré 5 jours. Le blackout de Facebook a duré 5 jours en Australie. Okay. Et là, quand on a su justement que ça se préparait au Canada, puis là, je sais qu'il y a eu beaucoup de lobbying de la part de grands médias traditionnels, justement, pour ramener une loi similaire au Canada. Et puis, contrairement à l'Australie, ici, ils ont passé la loi avant qu'ils aient la chance de s'entendre avec les plateformes. Donc, les plateformes ont dit que l'esprit de ce dont ils entendaient parler leur déplaisait. Ils ont envoyé des signaux très forts. Ils ont commencé même à faire des tests de blocage de nouvelles il y a plusieurs mois. Et au moment où la loi est passée, justement, cet été, bien là, soudainement, Meta a mis ses menaces à exécution. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bloqué l'accès pour les citoyens canadiens au contenu de nouvelles.
Et c'est le contenu des nouvelles du Canada. Donc, oui, nous, Urbania, on est bloqué. La presse, Radio-Canada, TVA, etc. Donc, on n'a pas accès à ces médias-là. Mais en plus, c'est même le New York Times, on n'y a pas accès, Le Monde. Donc, même les médias étrangers. Donc, en ce moment, puis moi, c'est vraiment la partie qui me fait peur de façon très large. C'est qu'en ce moment, il y a une génération de jeunes, supposons qui ont entre 20 et 35 ans, qui ont grandi à l'ère d'Instagram, que le matin, au lieu d'aller faire comme moi, une vieille personne qui va ouvrir son app de la presse, puis du Guardian, puis du Devoir, puis tout ça, puis qui fait son petit régime de nouvelles personnalisé à partir d'app, bien, ces gens-là, ils scrollent Instagram, puis ils regardent le contenu qui vient à eux. Et là, il n'y a plus de nouvelles, mais ils s'en aperçoivent pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'aller le chercher à la source, leur contenu. Fait que ça, c'est pour la partie citoyen, ce qui me fait peur. Bien, nous, comme médias, c'est sûr que, honnêtement, moi, je vais être très honnête avec vous, là, quand ça s'est passé en août, moi, j'étais en vacances cette semaine-là. Puis là, mes équipes, France? tout le monde... non, j'étais aux États-Unis, mais tu sais, mes équipes nous envoyaient des signaux, là, je voyais des conversations qui partaient. Ben oui, il y a des gens dans l'équipe qui commencent à être bloqués. Moi, je faisais un peu de déni. Je vous l'avoue. Là, puis ma job, c'est normalement quand tu es président d'entreprise, tu n'es pas supposé être le gars qui fait du déni sur des situations comme ça. Mais j'avais vu la situation en Australie, puis on disait que c'était tellement gros de dire qu'on pourrait se faire bloquer nos canaux de distribution que j'y croyais pas. Puis après quelques semaines, là, j'ai fait OK, c'est sérieux. Puis là, je me suis mis à appeler d'autres éditeurs. J'ai appelé Brian Miles au Devoir, François Cardinal, Pierre-Éliott Levasseur à la presse. J'ai parlé à des gens qui sont dans le domaine, que je sais que justement qui ont des enjeux puis qui doivent être connectés au monde politique, en tout cas qui doivent être au courant de choses que peut-être dont je devais être au courant aussi. Puis là, je me suis rendu compte qu'on était tous un petit peu dans la même situation. Après ça, à différents niveaux. Puis là, on s'est mis ensemble, on a beaucoup parlé avec d'autres médias pour essayer de réfléchir à quoi faire. Mais nous, on s'est mis à réagir en se disant, bon, bien, on s'est fait un task force. On a une équipe de distribution numérique chez Urbania, justement, dont le métier, c'est vraiment de penser à comment distribuer nos contenus. Parce que, oui, Facebook est ça a été un excellent outil, mais maintenant, on en a beaucoup. Ça va de TikTok, Instagram, Snapchat. On en a beaucoup de canaux de distribution, email, SMS. Texto, oui. Texto, ça, exactement. On a des abonnements par texto. Mais donc, c'est ça. On s'est vraiment fait un espèce de plan de distribution, une espèce de mesure d'urgence pour trouver d'autres façons. Puis on a tout fait ce qu'on pouvait pour essayer de trouver des façons de distribuer notre contenu. Mais puis même, honnêtement, ce qui était assez ironique, puis ça, c'est le côté un petit peu... c'est de l'ironie, on va dire. C'est que Meta, quand tu mets de l'argent sur des contenus, il les distribue. Fait que comme média, nous autres, on est bloqués de façon organique. Mais si on donne de l'argent, il va distribuer nos contenus. Fait que c'est sûr qu'au niveau éthique, ça a posé des questions. Mais on s'est dit, regarde, moi, la façon que je rationalise ça, c'est que je vois Meta comme étant, c'est des camions de livraison. De la même façon, quand j'avais un magazine papier, moi, je livrais mes magazines en payant une cote à mon distributeur. Ben, j'ai pas de... Moi, mon but, c'est de rejoindre des audiences dans la vie. J'étais un média, fait que c'est sûr que pour certaines campagnes ou même des contenus originaux, on s'est dit, ben ça n'a pas de sens qu'on ait fait cette vidéo-là ou ce contenu ou ce reportage-là puis qu'il ne soit pas vu. Fait que oui, on a continué à faire de la distribution payante en payant sur Meta. Puis c'est sûr que j'aimerais dire que j'étais pur et qu'on n'a pas fait ça, mais non, parce que nous autres, notre but, c'est de rejoindre des audiences, puis de priver puis mettez-vous dans la peau des journalistes qui travaillent pour nous, là, qui se mettent qui publient des contenus puis de façon organique, qui sont beaucoup moins vus qu'avant. Mais c'est sûr qu'on avait quand même, c'est pas tout notre trafic là, Facebook, c'est juste que là, c'est sûr que ça a un impact d'une 30% sur nos visites sur le site. On s'entend que les visites sur le site, quand tu as une audience jeune, c'est pas le gros de l'exposition de la marque Urbania. Mais ça a été quand même vraiment une décision qu'on a prise assez rapidement en se disant, regarde, nous, là, le but, c'est que notre contenu rejoigne sa cible. Puis en étant un partenaire, vous avez été transparent puis agile aussi dans le contexte. Puis on était en discussion pour des collaborations ensemble. Puis tout de suite, vous avez trouvé des solutions pour permettre aussi aux clients avec lesquels on travaille de rayonner malgré le contexte actuel. Est-ce que ça a eu un impact sur ces relations-là que vous avez avec les partenaires? Bien, comme tu l'as dit, on a été transparent, puis on a dit exactement ce que je viens de dire au micro. J'ai pas une spin, on n'a pas une spin à l'interne du bureau quand on parle aux clients, puis on n'a pas une spin à l'externe quand je parle publiquement. Fait que c'est sûr que disons que cette approche-là, on l'a de façon, on est juste transparent, puis on dit qu'on fait tout ce qu'il faut faire. Puis je pense que les clients ont apprécié notre honnêteté, puis le fait qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Mais cela dit, nos campagnes sont livrées aussi bien, sinon mieux qu'avant, parce que là, on est devenu beaucoup plus agile parce qu'on a trouvé des nouvelles façons de distribuer notre contenu qu'on n'avait pas avant. Fait que c'est sûr qu'en ce moment, disons que même si, supposons que les canaux de Meta étaient réouverts demain matin, on ne distribuera plus notre contenu comme avant. On a vraiment appris à diversifier et à ne pas dépendre seulement de quelques canaux de distribution. On l'avait déjà fait, je viens d'évoquer justement les SMS. Ça fait 1 an qu'on fait les micromags, qui est un format de
magazine numérique pour le mobile qu'on a développé depuis quelques années. Mais que là, on explore justement la distribution par courriel, mais par SMS aussi. Donc, d'avoir déjà... Puis ça faisait déjà partie des réflexions de dire on ne veut pas dépendre de Google puis Facebook pour distribuer nos contenus. Est-ce que avant juin 2023, est-ce que les médias étaient peut-être un peu trop dépendants de Meta? Oui. Oh, oui, de façon très sincère, oui, parce que je pense que c'était une formidable machine. Bien, c'est une formidable machine de distribution de contenu, Meta. Tu sais, pour vrai, de toute l'humanité, je pense que c'est la meilleure façon de distribuer du contenu, de cibler des audiences, tout ça. C'est juste que je pense que Meta, pour eux, en ce moment, ils ont bénéficié de ce qu'ils avaient bénéficié des médias dans leur esprit. Là, en ce moment, ils sont plus dans le metaverse puis dans des stratégies, justement, complètement différentes pour la marque Meta. Fait que pour eux, c'est un petit peu comme l'intelligence artificielle. T'sais, l'intelligence artificielle a besoin des médias en ce moment parce qu'on est des banques de contenu incroyables, surtout les New York Times ou des médias comme ça ont des banques de contenu presque centenaires. Fait que quand l'intelligence artificielle va tout siphonner ces contenus-là pour la digérer puis après ça le régurgiter sous forme de... On connaît tout GPT, là, c'est comment c'est du language... excusez. J'ai un language model, mais... En tout cas, bref. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment... Toute l'intelligence artificielle est basée sur la prévision du langage comme ça. Mais une fois qu'ils auront tout géré ce qu'on avait à leur donner, ben ils vont passer un autre appel puis ils n'auront plus besoin de nous. Fait que c'est un petit peu là qu'il faut réaliser qu'il faut prendre notre destin en main puis prendre des décisions. Puis, mais ce qui est fou, c'est qu'on en a tellement bénéficié. Puis à un moment donné, tous les médias sont mis à se ressembler. Il n'y a rien qui ressemblait plus à un média qui faisait du spin, clickbait, avec, on le voyait, la nouvelle sortait. Là, tous les médias clickbait la reprenaient. Puis tout se ressemblait. Puis on dirait que c'était juste la course au premier qui publie le contenu. Fait que c'était devenu ça. Ça, c'est le côté un peu traite des algorithmes où justement tout le monde court après l'optimisation de l'algorithme. Puis il y a des moments où on a couru après c'est comme les enfants qui courent après le ballon de soccer. Là, on était tous après le même ballon, tout le monde. Mais à un moment donné, on s'en est rendu compte. Puis honnêtement, on n'est pas les pires là-dedans. On s'en est rendu compte il y a pas mal plus longtemps que d'autres. Est-ce que vous trouvez que depuis que c'est arrivé, vos audiences sont plus qualifiées? Parce qu'il faut qu'ils se rendent sur votre site, il faut qu'ils trouvent votre contenu. Il y a comme une action supplémentaire que juste ça leur tombe dessus. Est-ce que vous trouvez que ça l'a changé à ce niveau-là? Honnêtement, je peux pas dire. J'ai entendu d'autres éditeurs dire qu'ils ont vraiment vu une augmentation de la durée des sessions, tout ça sur leur site. Moi, je te dirais que je pense que déjà, comme on a une marque forte, j'ai pas vu. Je pense que les gens, quand ils viennent consommer du contenu Urbania, c'est pas du contenu générique de commodité. Fait que je pense que déjà, les gens qui viennent consommer notre contenu, ils ont le goût de goûter à quelque chose de différent. Fait que c'est un peu comme un restaurant, un peu. On n'est pas un restaurant fancy, mais on est un restaurant où, quand tu vas manger là, il faut que tu aies le goût d'aller manger là. On n'est pas un fast-food McDonald's. Fait que je pense déjà que les gens qui consomment notre contenu, fait que, honnêtement, j'aimerais ça dire c'est fantastique, on a non, je pense juste que les gens, on avait déjà cette relation-là avec notre audience. Fait que c'est pas comme si soudainement, juste les gens qui nous restent, c'est ceux qui nous aimaient vraiment. Non, tu sais, puis on n'a jamais prétendu être le média de masse de tout. On a vraiment un ADN fort. Fait que ça, c'est ça, c'est pas... non, c'est une réponse plate. Ben non, mais... correct, c'est la réalité. Ouais, c'est vrai. Mais justement, Urbania aussi est un peu entre le média d'information et divertissement. Vous le dites beaucoup dans le livre. Est-ce que ça vous a choqué d'être bloqué? Est-ce que vous vous attendiez à être bloqué? Regarde, être bloqué, ça nous fait chier. Ça, on l'avait compris, mais il y a un côté là, flatteur Philippe. en se faisant... C'est comme s'il nous disait, oui, vous êtes un média d'information. Fait qu'il nous valide d'une certaine façon. Non, non, honnêtement, moi, je me battrais pas pour dire débloquez-nous, on fait pas de l'information. Là, honnêtement, je pense que oui, on fait de l'information à notre façon. C'est sûr qu'on fait pas du hard news comme peut le faire TVA Nouvelles ou Radio-Can ou La Presse. Cela dit, je pense qu'il y a plein d'aspects dans notre contenu, justement, qui est une façon de regarder le monde. Ça, on est un regard sur la société. C'est ça qu'on est. Le magazine, c'était ça. On est encore ça aujourd'hui. Puis je pense que ce regard-là, il est le regard, justement, d'une strate de la population qui est plus jeune, qui est plus... qui est plus intéressé par des enjeux de société qui les concernent que par juste savoir le prix du gaz ou la situation des feux de forêt. Mais ça, tous ces enjeux-là, il y a des endroits pour nous, notre rôle, il est plus justement de donner un regard sur la société avec un prisme. Fait que oui, on fait de l'information, c'est juste que c'est pas du hard news. On a effleuré le sujet aussi un peu là, avec la génération Z. Est-ce que je me trompe? C'est Z? Ça dépend de Z. Z qui, justement, consommait auparavant beaucoup l'information sur les médias sociaux. Puis vous avez une certaine crainte face à ça. Est-ce que
Urbania va s'adapter? Bon, vous êtes sur TikTok, mais comment est-ce que vous entrevoyez votre manière d'approcher cette audience-là dans un futur proche? Dans un futur proche, moi, je pense que la difficulté... Donc ces jeunes-là, ils ont grandi avec un appareil mobile entre les mains. Donc, ils consomment tout sur un appareil mobile. Ils n'ont pas pris l'habitude d'aller s'informer à la source. Donc, ils n'ont pas des apps comme moi, là, du Guardian puis de la presse. Puis après ça, ils s'identifient beaucoup à des individus. Fait que ça, c'est vraiment... Puis ça, c'est vraiment une réflexion qu'on a beaucoup sur l'univers des médias, c'est que les marques... Moi, j'ai grandi en ouvrant la porte, là, puis je prenais ma presse. Puis oui, j'allais lire mes journalistes préférés dans le journal, mais je lisais la presse. Puis je regardais Radio-Canada. Mais tu sais, la nouvelle génération, ils vont même plus sur des sites web. Les marques médias, ils ont déjà entendu parler de ça, mais c'est pas ça qui les intéresse, mais ils peuvent te nommer 50 personnes, des jeunes qui suivent sur différents canaux. Puis souvent, c'est pas des gens d'ici nécessairement. Ben c'est ça, effectivement. Ça, c'est un autre enjeu. Donc, moi, je te dirais, c'est vraiment comme ça. Puis de plus en plus, puis tu sais, on le voit, là, tous les médias plus jeunes, les RAD de ce monde, ou 24 heures avec Québécois, puis nous aussi, on le fait, ben, on positionne nos journalistes pas comme des... presque comme des influenceurs, dans le sens comme des personnalités que tu as envie de suivre. Donc, on cultive leur personnalité, on veut qu'ils se mettent à l'écran, on a envie qu'ils entretiennent un dialogue avec leurs audiences. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on réagit, puis c'est comme ça qu'on bâtit, donc, l'avenir. Puis c'est drôle, parce que samedi matin, en tout cas, si vous n'êtes pas abonné à nos micromags, je vous incite à l'être, allez donner votre SMS. On a publié un micromag, justement, où il y avait un gros reportage sur une famille d'haltérophiles, mais il y avait peut-être 7-8 contenus vidéo dans le micromag, justement, puis il y avait toutes les phases de nos journalistes, un après l'autre. Là, je vous dirais que ça commence à ressembler à ce que j'avais en tête quand on l'a lancé. C'est-à-dire que c'est pas notre réseau social à Urbania, mais il y a un petit côté que c'est toutes les faces des gens d'Urbania puis sur peut-être les 8 personnes qui étaient dans le micromag, il y en a peut-être 1 ou 2 qui vont vraiment t'interpeller toi. Mais c'est comme ça qu'on réagit à la situation actuelle pour parler à la nouvelle génération. Puis c'est sûr que notre cible, c'est plus les 25-35 ans. Fait que c'est pas les générations Z pures. Là. Les Z vont devenir notre cible dans pas longtemps. Mais c'est comme ça qu'on prépare le terrain, à s'habituer de dire que oui, la marque Urbania est derrière, mais nous autres, on est backstage à la rigueur. On a des talents en avant, que c'est vraiment eux. Notre job, là, c'est plus de faire de la mise en scène avec des talents puis des gens qui ont des choses à dire, puis de faire en sorte qu'ils ont des moyens de production, qu'ils ont des moyens de diffusion, qu'on les accompagne, qu'ils gagnent bien leur vie, puis tout ça. Mais que nos talents journalistiques ou des créateurs avec qui on travaille, ben c'est ça. Nous autres, notre job, c'est vraiment de faire de la mise en scène puis s'assurer que ces gens-là, elles le supportent. Puis que les gens qui vont suivre Urbania, ben ils vont suivre des talents avant tout. Puis, by the way, il y en a 2-3 dans Urbania que t'aimes, donc t'aimes Urbania. Donc, c'est d'accepter d'être un petit peu plus en arrière-plan qu'on l'était à l'époque. Mais ça, c'est un changement. Avant, au début du magazine, on signait les éditoriaux en début de magazine, l'équipe d'Urbania. Il n'y avait même pas d'individus. On était rédacteur en chef ou même les rédacteurs en chef ne signaient même pas leur nom. Mais ça, au fil du temps, ça a changé maintenant. À un moment donné, justement, quand Rosemée Autonté-Morin est devenue rédactrice en chef, ben là, elle se mettait de l'avant. C'est la première fois qu'on avait quelqu'un dans l'équipe qui aimait ça être de l'avant puis qui était de cette culture-là, de cette génération-là. Fait qu'on l'a embrassé puis on a sauté. Puis c'est ça, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tantôt au début. On n'est pas figé dans le passé. On accepte que le monde évolue puis on essaie d'embrasser les changements sociaux puis les changements anthropologiques en disant que, c'est sûr, quand tu es vieux, on est mieux chialé sur les jeunes, mais disons que nous autres, on fait juste dire, c'est comme ça que le monde avance. On se fait pousser dans le derrière puis on l'accepte ou on le refuse. Ben, nous autres, on l'accepte puis on l'embrasse puis on nage avec le courant. C'est un peu pour ça, l'agence de talent? Excellent. Absolument. Je l'assume, c'est vraiment 100% ça la stratégie. C'est que même, puis la réflexion est venue justement, des talents, on en a vu naître là, chez Urbania, on en a fait éclore des talents. Puis après ça, ben oui, ils vont travailler, faire des shows télé ailleurs, ils font d'autres choses. Puis notre but, c'est pas de les garder puis de les garder à tout prix. L'agence de talent, c'est vraiment, on les accompagne. Fait que s'ils font des émissions de télé avec d'autres, tant mieux pour eux. Mais on s'est dit quand même d'avoir une écurie de gens avec qui on partage des valeurs. Puis c'est ça qu'on a fait. L'agence de talent, c'est pas une espèce d'amassis de gens qui ont des followers. Oui, ils ont des followers, mais c'est des créateurs de contenu. On appelle ça intelligent, en se disant que ces gens-là, ils font du contenu qui veut faire avancer la société. Ils ont chacun... Quand tu regardes toute la liste des gens qui sont là, ça va de Tardy Babe, c'est une fille qui est microbiologiste, donc qui partage son amour de la science, à un Olivier Niquette qu'on connaît, qui fait La soirée est encore jeune. C'est une belle brochette de talent. Xavier Watteau, Pony, c'est tous des gens qui ont des choses à dire et qui ont vraiment envie de faire avancer la société. Fait que il y a comme une ligne éditoriale derrière l'agence. Mais derrière ça, c'est sûr que notre job, nous autres, c'est de négocier des contrats pour eux, c'est de les accompagner dans les choix. Puis oui, de les faire collaborer avec nos marques médias, mais c'est pas ça. Le but de l'agence, c'est pas juste ça. Mais oui, ça s'inscrit tout à fait dans ce que je disais, ou de mettre de l'avant des individus plutôt que juste des marques médias. Là. C'est exactement ça.
Peut-être qu'on pourrait aborder avec quelques questions sur la culture interne. Oui, mais tu en as parlé un petit peu. Il y a des choses qui sont revenues qui venaient de ton équipe, des super de bonnes idées qui venaient de ton équipe. Puis nous, on s'adresse évidemment à des gens qui travaillent dans le monde des communications qui pourraient vouloir reproduire cet esprit, cette culture d'innovation au sein de leur propre entreprise, qui ne sont pas nécessairement dans un média. Mais c'est quoi les gestes que vous posez de façon délibérée au sein d'Urbania qui font en sorte qu'il y a des idées qui éclosent comme ça puis qui se développent en quelque chose comme Molo, comme une agence de talent? Bien, je dirais que même ça. Puis là, je suis désolé, là, je suis la vieille personne de 48 ans qui répète toutes les vieilles histoires, mais il y a beaucoup de choses qui sont nées de l'époque du magazine. À l'époque, à chaque édition du magazine, on invitait des gens de tous horizons à venir s'asseoir autour d'une table. Puis, tu sais, oui, on avait une thématique à chaque fois qu'on en lançait un, mais là, on invitait des photographes, des illustrateurs, des gens qui n'avaient rien à voir avec le monde des communications, mais qui avaient des choses à dire sur un sujet en particulier. Puis on s'assoyait autour d'une table, on prenait un verre, puis on jasait des sujets de quoi on devrait parler. Puis ça, on l'a reproduit quand on s'est mis à faire du contenu commercial pour des annonceurs. Bien, on a appris à faire des brainstorms d'équipe où des comptables de l'équipe venaient ou des gens de toutes. C'était pas juste l'équipe de créatifs qui était un petit cercle de peu de personnes qui détenaient l'unique pouvoir de la création dans l'équipe. Fait qu'on a toujours gardé une espèce d'esprit démocratique comme ça. Donc, d'écouter des idées de monde qui ne sont pas justement des concepteurs ou des réalisateurs ou des gens qui, justement, qui sont habitués de faire des jobs de création traditionnels. Fait que ça, je te dirais, de façon très délibérée, on a toujours eu ça, un espèce de côté très démocratique d'asseoir des gens de tous horizons. Puis après, c'est vraiment de se donner... Tu sais, moi, je dis souvent, j'aime mieux une idée qu'on a essayée puis qui n'a pas marché qu'une idée qui est restée dans un fichier Word puis qu'on n'a jamais faite, mais qui était parfaite. J'aime mieux une idée mal... tu sais, puis le magazine, la première édition du magazine est un bon exemple. Il est mal imprimé, les articles sont pas... Il n'y a rien de parfait, ce magazine-là, sauf qu'il existe. Il y a au moins, il y a la qualité d'exister qui a fait en sorte qu'on en a fait un deuxième, un troisième, puis je ne serais pas ici en train de vous parler si je n'avais pas fait ce premier magazine moyen-là. Fait que ça, d'assumer que tu es mieux de faire naître l'idée puis de l'améliorer après que d'attendre qu'elle soit parfaite, ça, je pense qu'aussi, ça, on encourage beaucoup ça. Puis ça aussi, c'est des doigts. Puis on dit ça, le droit à l'erreur, puis on valorise l'échec, tout ça. Mais il faut le faire pour vrai. Il y a vraiment une différence entre le dire puis le faire, puis accepter que les gens peuvent se planter. Puis moi, j'ai des enfants qui sont plus grands maintenant, mais quand ils sont petits, puis tu vois tes enfants faire des erreurs, c'est très tentant de les empêcher des erreurs parce qu'ils vont se faire mal, parce qu'ils vont se blesser, parce qu'ils vont avoir de la peine, parce qu'il y a plein de raisons de vouloir empêcher les erreurs dans la vie. Mais dans une entreprise, c'est pareil. Une erreur, ça coûte de l'argent, c'est du temps perdu, mais c'est pas vrai. Si tu regardes vraiment en bout de ligne, il y a plein de choses qui sont nées, qui sont des erreurs qui sont nées dans l'entreprise, mais qu'on a transformées en autre chose après, puis qui ont de la valeur plus tard. Fait que mais c'est sûr que c'est contre-intuitif sur le coup, parce qu'on voudrait que tout soit parfait, parce qu'on voudrait que tout soit rentable, parce qu'on voudrait que tout arrive au bon moment, au bon endroit. Mais ça, il faut accepter ça comme chef d'entreprise, puis donner l'exemple aussi. Oui, donc on comprend que au sein d'Urbania, il y a une grande capacité à prendre des décisions qui sont peut-être un peu plus risquées. Donc, on gère ça comment, ce risque-là? Comment on peut, en tant que dirigeant, développer une plus grande pas une résistance, au contraire, d'accepter un peu plus ces risques-là? Bien, moi, je l'ai appris en faisant Urbania. Avant Urbania, on avait une agence de com, de design, puis moi, c'était mon côté bon petit gars, je réponds à des clients, je fais ce que... Mais j'avais quand même, à l'intérieur de moi, puis c'est pas pour rien que j'ai parti mon entreprise. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas l'autorité dans la vie. J'ai essayé de travailler pour d'autres, puis ça n'a pas été, ça a pas été fructueux. J'ai essayé d'avoir des patrons, puis je suis peut-être juste pas tombé sur les bons ou la bonne façon. Puis après ça, le magazine est né, justement, quand j'ai lancé l'agence au début, bien, chaque client était un peu notre patron. Je me suis dit, ça me prend un projet où je suis maître de ma destinée. Puis quand tu es maître de ta destinée, bien, tu fais ce que tu veux, mais à tes risques et périls. T'sais, j'ai fait des niaiseries, de mettre des pénis sur des couvertures de magazines, envoyer des testicules à des journalistes. J'ai vu qu'il y avait des congelés d'ailleurs. Mais non, mais c'est des choses qu'on faisait, puis c'était souvent justement né d'un brainstorm, puis il y a un petit côté genre, on se le permet, il n'y a personne qui va nous dire non. Fait qu'à un moment donné, tu l'assumes, puis oui, j'ai dit... Oui, ma grand-mère était abonnée au magazine, puis elle a reçu un magazine avec un pénis à couverture, puis j'étais très gêné la fois d'après quand je l'ai revu. Ça a dû être une discussion intéressante. On a mis des pénis 2 fois sur la couverture. Il y en avait un qui était en dessin puis un en photo. Ouais. Celui en dessin, je pense qu'elle l'a pris à l'envers, puis elle a vu un cactus. fait que ma grand-mère, je pense qu'elle a juste fait du déni. Le deuxième qui était en photo, qui était plus graphique, elle lui dit lui, je l'ai moins aimé. Elle m'a juste dit ça. Mais bref, c'est juste de dire ce qui nous tue pas nous rend plus forts. C'est comme ça que je me le justifie.
Mais ça, c'est effectivement, ça vient de ma personnalité. Là. J'aime ça. J'avais mon petit côté bon petit gars avec l'agence. En faisant Urbania, ça a comme un petit peu libéré mon côté baveux, provocateur. Fait que c'est juste que... Mais sur papier, c'est sûr que les gens rationnels vont regarder ça et dire « t'es mieux de prendre des décisions qui... » Mais à long terme, les risques amènent une plus grande gratification à long terme. Dans la vie, c'est ça, être entrepreneur, c'est un risque. C'est plus safe de prendre une job avec une paye que de risquer. Puis moi, les premières années que j'ai lancé mon entreprise, je faisais pas mal moins d'argent que mes amis. Tout était plus long, plus compliqué, mais j'étais libre. Moi, c'était un petit peu ça. Il était là mon moteur. Fait que c'est ça, moi, le risque apporte une récompense. Moi, c'est comme ça que je me justifie, personnellement. On a tous lu avec grand intérêt votre livre 20 ans Urbania. Si tu regardes en rétrospective les 20 dernières années, tu en as évoqué un peu quelques raisons, là, mais qu'est-ce qui te rend le plus fier en regardant derrière? Bien, c'est beaucoup quand, à la fin du livre, là, on a une grosse liste de noms de gens avec qui on a collaboré. Là, puis quand on l'a sorti, puis je pense qu'elle n'est même pas exhaustive parce qu'il manque plein de noms de gens qui ont travaillé sur des productions télé dont on n'avait plus la liste. Mais ça, on a plus que 2000 noms. Fait que ce qui me rend le plus fier, c'est de lire cette liste de noms-là puis de voir ce que ces gens-là... c'est souvent les gens qui me disent « un photographe qui me dit « vous avez été les premiers à me donner une chance » ou des journalistes à qui on a donné les premières chances qui sont établis aujourd'hui, qui ont, grâce à nous, ont pris confiance en eux. On les a fait faire des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. Moi, je te dirais, c'est vraiment ça. C'est de juste avoir créé une espèce de terreau où des gens qui avaient des choses à dire ont pu s'emparer d'un porte-voix puis de bénéficier justement de l'espèce de force qu'Urbania leur a donnée puis de la confiance qu'on leur a pu leur procurer. Moi, c'est ça qui me rend le plus fier, vraiment, là, de façon très égocentrique. Là, c'est vraiment ça. Moi, c'est de sentir qu'on a eu cet impact-là. Puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 20 prochaines années? Bien, que dans 20 ans, on puisse encore prétendre qu'on a les mêmes valeurs puis qu'on est encore en train de repousser les choses puis que dans 20 ans, je ne sais pas que ça va ressembler à quoi des médias dans 20 ans, mais qu'on soit encore cutting edge, à l'avant-garde puis qu'il y a des gens, moi, je vais être sûrement trop vieux pour faire ça, mais qu'il y ait des petits jeunes qui réinventent les choses puis que ce soit en français au Québec avec un esprit entrepreneurial, déjanté, créatif. Moi, c'est ça que j'aimerais. Moi, j'ai pas fait Urbania pour m'en mettre plein les poches. J'ai fait Urbania pour laisser une trace dans ma société. Fait que moi, je veux que Urbania me perdure. Encore une fois, de façon très égocentrique aussi, j'aimerais ça, genre, le jour que je meurs, que ça existe encore. Bien, je vous le souhaite. Bien, merci beaucoup, Philippe. Ça a été vraiment intéressant. Tu me souhaitais de mourir ou de... Non! Un autre 20 ans. OK, oui, c'est mieux. Bien, merci de l'invitation. On a besoin d'Urbania, on a besoin de médias comme ça. Bien, merci.